Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 3 du Tour de Catalogne. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Et puis, on va voir un peu voilà, les tenants et les aboutissants de cette journée. Top et flop comme d'habitude, bilan des Bleus. Il y aura deux petites choses, éléments en plus dans cette vidéo par rapport au dernier jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant à plus de 1000 abonnés. Début du succès, peut-être. Mais n'hésitez pas à vous abonner quand même. On commence tout de suite. Puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas cette étape. Pour tout vous dire, je me suis un petit peu ennuyé sur cette étape-là, mais bon. Sur ce Tour de Catalogne, je suis pas hyper content de comment c'est organisé et on reviendra là-dessus. Étape du jour, donc on arrivait à la Molina, il y avait 3 côtes de première catégorie, alors très clairement, on va revenir là-dessus, hein. Hop, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, mais il y a une montée, je sais pas comment les mecs ont pu pondre ça en première catégorie. C'est-à-dire que, je veux bien être gentil, mais il y a un moment... c'est-à-dire que la montée de Colada des Tozes, donc 20 km à 3,1 de moyenne, c'est une première catégorie pour le Tour de Catalogne. Alors je sais bien que c'était haut en altitude, mais c'est même le sommet... Non, c'est pas le sommet, demain on ira un peu plus haut. Mais il faut quand même pas déconner non plus, hein. C'était 3% de moyenne, et en plus c'était très régulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ça montait à 8 et puis après ça redescendait, non, c'était 3-4% grand maximum tout le temps. Bon. Et puis la première montée qui n'était pas non plus extrêmement difficile. C'était l'une des deux étapes reines, hein, de ce Tour de Catalogne. Bon, c'était une course de côte assez ennuyante au final, parce que à part la Molina, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, au final, O'Connor, une bonne stratégie d'attaquer tôt, parce qu'il fallait partir tôt sur cette montée de la Molina, parce que c'était vraiment sur les 7 premiers kilomètres. Ensuite, ça redescendait, voilà, c'était beaucoup moins difficile, à part le dernier kilomètre. Mais il fallait mieux partir tôt, il a bien anticipé. C'était très intelligent de sa part. Bon, on va revenir sur l'organisation, parce que bon, je ne vais pas m'éparpiller un peu plus. Du côté de l'organisation, j'avais pas fait de point organisation hier parce que je me suis dit, bon, j'aurais peut-être encore plus de choses à dire aujourd'hui. Alors déjà hier, on a eu le problème avec la 4 voies, je vous en avais parlé autour de Perpignan, je pense qu'on n'a pas pris les routes les plus sympathiques et jolies. Ça me faisait penser à quelquefois au Giro qui a tendance à faire ça assez souvent, c'est-à-dire de se foutre sur des 4 voies. Et en plus c'est très sympa pour le public parce que pendant 30 bornes en France, la course a été en France pendant 38 km je crois, bah les gens n'ont quasiment pas vu la course, donc c'est dans ce cas-là ne pas se pointer en France, hein, parce que si c'était pour faire plaisir au public français c'était pas le cas. Et puis en plus avec ce problème d'aiguillage où il y a un moment on a 3 coureurs qui se sont retrouvés du mauvais côté de la 4 voies, ça c'est un peu concis. Alors après est-ce que c'est une erreur de leur part, parce que je me dis ils étaient que 3 du mauvais côté, c'est pas la moitié du peloton qui est parti du mauvais côté. Mais bon, c'est pour ça que j'aime pas quand on passe par des 4 voies, parce que il peut y avoir ce genre de problème, ça peut être très dangereux. Heureusement il n'y avait pas de voiture en face au moment où ils se sont retrouvés du mauvais côté. Ce qui me pose problème par contre, c'est le parcours. Le parcours de cette édition n'est pas exceptionnel. Demain, l'étape est un peu mieux, mais là, aujourd'hui, le parcours a été mal conçu. La Molina, c'était pas forcément très difficile. Et en plus, la côte avant la Molina, non, tu peux pas la foutre en première catégorie. Enfin, il y a un moment, non, c'est pas parce que ça dure 20 bornes que tu la fous en première catégorie. Non, il n'y avait pas assez de pourcentage, c'était pas assez dur. Enfin, à un moment, il faut une hiérarchie entre les difficultés. Excuse-moi, mais l'avant-dernière difficulté du jour, ce n'est pas une côte de première catégorie. Et puis je trouve que ce parcours, on a beaucoup d'étapes pour sprinter. Alors il y a toujours l'étape de Barcelone qui va être compliquée, mais bon, ça manque un peu de difficulté, quoi, hein. Surtout c'est dommage parce qu'on a un beau plateau sur cette édition, mais le parcours, j'ai l'impression, ne suit pas. Et puis au niveau problème organisation,
On peut quand même noter lundi le podium avec Michael Matthews, alors qu'on avait Colbrelli qui se faisait réanimer, hein. Ça m'a rappelé, pour tout vous dire, à une valeur moindre, parce qu'au final, Colbrelli s'en est sorti et on verra ce qui va maintenant se passer pour Sonny Colbrelli, mais ça m'a fait penser en 94 en Formule 1 à Imola, quand on a fait le podium à l'arrivée de la course, alors que Ayrton Senna était quasiment mort à ce moment-là, au moment du podium. Autant vous dire que Schumi, il faisait un petit peu la tête ce jour-là, hein. C'est catastrophique, je trouve, parce qu'on aurait pu s'en passer vraiment et faire le podium le lendemain au départ. Voilà. Il y a des cas, des circonstances importantes. Là, imagine si Colbrelli était mort. Ah bah Matthews, il l'aurait. Alors déjà que le podium, là, déjà que le peloton en ce moment n'est pas hyper joyeux suite à ce qui s'est passé pour Colbrelli, ça a quand même choqué pas mal de coureurs. Alors putain, s'il était mort, je te dis pas Matthews, il aurait été heureux, hein. Et puis pour finir, Eurosport, qui aujourd'hui a décidé de mettre le Depan Tour en direct et donc Tour de Catalogne pas en direct. Alors c'est du côté d'Eurosport France parce que en Grande-Bretagne c'était le Tour de Catalogne qui était prioritaire par rapport au Depan Tour. Moi je pense que le Tour de Catalogne est un petit peu plus important que le Depan Tour, surtout le Depan Tour version moderne. C'est vrai qu'il y a eu le Depan Tour qui se déroulait sur 3 jours, celui-là il était intéressant. Le Depan Tour aujourd'hui c'est vraiment une course pour sprinters, c'est-à-dire on se fait Enfin j'ai regardé un moment parce que j'avais des problèmes avec mon lien internet. Putain, c'est vraiment un sprint maintenant. Il n'y a plus d'intérêt à regarder cette course. Ils ont pété cette course. Avant, c'était sympa parce que tu avais une étape pour sprinter, une étape pour pavé, une étape. Voilà, tu avais un parcours qui était assez intéressant et souvent un vainqueur qui était un petit peu surprise. Là, maintenant, c'est une course de sprinter, quoi. C'est même pas une classique pavé. Donc pourquoi l'avoir diffusé en direct du côté d'Eurosport? Il aurait plutôt fallu faire l'inverse du côté d'Eurosport France. Je pense que quand même aujourd'hui, les gens qui ont regardé le Tour de Catalogne se sont un peu moins... bon, il y a eu la préparation du sprint, mais je pense que le parcours était un peu plus intéressant sur ce Tour de Catalogne, et c'est en plus assez incroyable parce que tous les autres jours, vous le diffusez en direct. Donc là aussi. Non, il y a sauf un jour où ils vont diffuser, je crois, GPE3 et Tour de Catalogne en même temps. Alors je sais pas comment ça va se passer vendredi, mais ça va être un sacré bordel, je pense. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Alors après, c'est pas la première fois qu'Eurosport fait des conneries, parce que je vous rappelle que l'année dernière, le Giro n'était pas diffusé sur la chaîne, c'était sympa pour les abonnés qui payent, hein. Beaucoup de respect pour les abonnés chez Eurosport, depuis de nombreuses années. Même encore aujourd'hui, parce que vu le nombre de pubs qu'ils arrivent à coller sur un direct en France, putain, tu payes, je sais même pas c'est combien Eurosport. GCN c'est 5 balles je crois par mois. Eurosport ça doit être 40 euros, 50, pour te taper une pub tous les quarts d'heure. Autant regarder le cyclisme en gratos sur la chaîne L'équipe, hein. Vraiment c'est un moment. Autant je trouve que GCN c'est un bon rapport qualité-prix, je vous le dis. Autant Eurosport, je vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui de s'abonner à Eurosport. On commence avec Ben O'Connor du côté du bilan des Bleus. Ben O'Connor, c'est la bonne satisfaction du jour. Il a été à l'avant, il est parti, voilà, à 8 bornes de l'arrivée. Belle attaque déjà à 8 bornes de l'arrivée parce qu'il est on va dire, il est dans le premier tiers du groupe de tête, enfin du peloton à ce moment-là, puisque le peloton était encore assez important. Et il fait vraiment une belle attaque. Et puis tout de suite, il prend assez vite 25 secondes, hein, 25-30 secondes d'avance. Et puis derrière, on a eu une première attaque de Guillaume Martin, une attaque également de Solaire, mais qui n'arrive pas à faire la différence. Et Ben O'Connor, lui, il arrive à résister. Et c'est un coureur qui est super fort, hein, quand même en ce moment. Ben O'Connor, depuis NTT. Alors depuis l'année 2019, il est quand même très très fort. C'est l'un des coureurs peut-être qui a été le plus régulier en montagne depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis la Covid. C'est un coureur qui est vraiment très régulier, je trouve, aux avant-postes. Et là aujourd'hui, il fait une belle étape, une belle course. Il a été entreprenant.
Voilà, il a osé s'aventurer loin de l'arrivée. J'avais dit dans les commentaires, parce qu'on m'avait parlé de Simon Yates, j'avais dit si Simon Yates aujourd'hui veut reprendre du temps, il va falloir qu'il sorte de loin. Et Ben O'Connor, il est sorti de loin et vous remarquez qu'il ne gagne que 6 secondes. Ce qui était voilà, la difficulté de cette étape, la Molina n'était pas extrêmement difficile. Demain, c'est un peu plus dur. Demain, c'est peut-être un peu plus intéressant pour tenter de faire des écarts. Mais chapeau Ben O'Connor qui a été entreprenant. Et puis 3 jours, 3 victoires australiennes de 3 coureurs différents. Voilà, l'Australie est peut-être légèrement de retour sur la scène internationale, parce qu'on les avait peut-être un petit peu perdus de vue à un moment. Après la retraite de Cadel Evans, je crois qu'il y avait quand même Michael Matthews et Caleb Ewan. Voilà. On voit que le cyclisme australien se porte bien en ce moment. Et puis, 10e place également de Damien Dawson du côté des Australiens. Donc c'est vraiment bien. Le cyclisme d'outre-Kiévrin, non, d'outre-Pacifique, presque. D'outre-Océan Indien, plutôt que le Pacifique. Quintana, en 2. J'ai trouvé Quintana, alors il n'a pas fait d'attaque aujourd'hui, mais je trouvais qu'il avait une belle allure sur son vélo. Quintana, alors, il faut savoir que Quintana, c'est un coureur qui est souvent difficile à cerner. C'est pas le coureur qui est le plus démonstratif en termes de fatigue. Donc parfois, on a un peu du mal à voir s'il est fatigué, s'il est pas bien, s'il est au top de sa forme. C'est un coureur qui cache un peu ses émotions, on va dire, quand il est dans le peloton. Et Quintana, vraiment, j'ai trouvé qu'il avait une belle allure dans le groupe. Il y a eu quelques images à certains moments, on le voyait, il était vraiment bien. À un moment, quand Hugh Carty accélère, il est assez vite dans la roue aussi. Donc c'est plutôt une bonne journée qu'a réalisé Quintana. Et puis quand même 3e de l'étape aussi. Donc au final, au classement général, il est à 12 secondes de Ben O'Connor. Donc là encore, rien n'est joué demain. En plus, on sera à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est vraiment un terrain qui peut vraiment convenir à Nairo Quintana pour tenter d'aller chercher la gagne sur ce Tour de Catalogne, même si demain, tout dépendra des écarts. Peut-être qu'on n'aura pas le vainqueur parce qu'il y a toujours l'étape de Barcelone qui est toujours très dangereuse. Et puis je termine avec Guillaume Martin qui finit 9e. Là aussi, Guillaume Martin, les gens m'ont plutôt l'air de répondre. Alors lui, il a 16 secondes au général. Aujourd'hui, il finit dans le groupe à 6 secondes. Il a tenté pas mal d'attaques. Alors sur la fin de montée, vraiment sur le dernier kilomètre, il commençait à être un petit peu en difficulté. Mais Guillaume Martin, vraiment bien. Et puis sur ce type de montée-là, maintenant, il est devenu très fort aussi, Guillaume. Sur les montées de 10 km. Il a vraiment progressé, je trouve, Guillaume Martin. Donc c'est très intéressant ce qu'il nous a proposé. Et puis c'est un peu rassurant, on va dire, par rapport à un Paris-Nice qui avait été pas forcément facile pour le Français. Même s'il était dans le top 15. On l'avait peut-être pas vraiment vu aux avant-postes. Et j'avais dit, ces jambes ont l'air d'être moins bonnes qu'en mars. Là, il a l'air d'avoir trouvé un petit peu des couleurs du côté de l'Espagne. On passe au bonnet d'âne du côté des Français. Le bonnet d'âne du côté des Français, moi, j'ai mis que c'était Attila Valter, la Groupama qui passe quand même un petit peu à travers de cette compétition, de cette course, même si Reichenbach finit à 9 secondes. Reichenbach doit être encore bien classé au général. Il est déjà à 52, ça fait déjà loin. Je retire ce que j'ai dit. Du côté de Attila Valter, 1,45 de perdu aujourd'hui. Il a tenté de sortir à un moment, mais il s'est fait attraper par le peloton et puis ensuite il a explosé dans le dernier kilomètre certainement Attila Valter. C'est dommage, mais ça montre également qu'en ce début de saison, on a énormément de coureurs avec des formes qui sont... un jour ça va, 2 jours après, il n'est pas au top de sa forme et puis il reprend des couleurs. Il y a très peu de coureurs depuis le début de saison qui arrivent à être très performants. Il y a Pogacar, il y a certains sprinters, je pense Jacobsen, je pense Caleb Ewan, je pense Nasser Boigny, je pense Hofstetter, même un Phil Boaos. Mais il y a quand même... ou Caden Groves également chez les sprinters. Mais je trouve que chez les grimpeurs, depuis le début de saison, on a quand même pas mal de coureurs qui, un moment, sont là, et puis 3 jours après, sont beaucoup plus bas en termes de niveau. Je sais pas à quoi c'est dû.
mais c'est assez surprenant. C'est comme les bronchites, là, en ce moment, il y a une folie, un bronchite grippe, ça carbure fort, là, en ce moment, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez surprenant du côté de Attila Walter d'avoir cette baisse de performance assez importante. Alors, je sais qu'hier, il a été pris dans le coup de bordure, ce qui était déjà un signe, hein, parce que souvent, et puis j'avais dit, lui, il se fait avoir par la deuxième chute. Donc ça veut dire je crois que c'est le groupe AMA qu'on voit à un moment et qui n'était pas extrêmement bien placé. Donc là, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être pas l'idéal pour le coureur hongrois. Bah là aujourd'hui, bon, pourtant il sort hein, dans le final. Hein, il sort à, je sais plus, à 6 bornes, 5 bornes, mais il a fait l'attaque boomerang. C'est re-rentrer et puis re-rentrer bien profond derrière. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Ah, attaque de Marlou! C'est pas les bonnets d'âne. Il a tout confondu, le petit bonhomme. On passe au coureur au top, bien entendu, et on commence avec Juan Ayuso, le coureur espagnol de UAE, qui, alors, autant je vous avais dit Juan Ayuso, bon, pour le moment, on en avait parlé en tout début de saison, dans les commentaires, parce que je l'avais pas mis dans mes vidéos, j'avais dit oui, j'attends de voir, je suis pas totalement convaincu par Juan Ayuso. Et bon, aujourd'hui, il m'a convaincu, le petit espagnol, hein. Parce que dans le final, gros sprint quand même, hein. Belle attaque de Ayuso. Alors je sais bien que c'est pas le Mont Ventoux non plus, la Molina, mais pour un coureur qui est très jeune encore, hein, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et puis, moi j'ai noté quelque chose d'important. On a travaillé pour Juan Ayuso aujourd'hui. Ça veut dire que chez UAE, on a des certitudes autour du coureur espagnol. Parce que chez UAE, si vous avez notamment un Marc Soler qui fait une attaque dans le final et qui s'est un peu sacrifié, ça montre qu'on est plutôt confiant autour de Juan Ayuso, qui devance quand même Almeida, notamment chez UAE, qui devance George Bennett également, mais qui devance un Quintana, Guita, Woodpulse aussi, Ciccone. Donc vraiment une belle deuxième place pour Ayuso. Et puis dans le final, bon, il échoue pour pas grand-chose quand même sur Ban O'Connor. Donc très intéressant pour l'Espagnol qu'on compare déjà à Quintana, pas à Quintana, à Contador, je vais y arriver. Bon, faut quand même faire attention, mais c'est vrai que 4e de la Drôme Classique, 2e du Trofeo Lego Eglia, 2e de cette étape, mais vraiment impressionnant, je trouve, sur cette course. Moi, il m'a fait vraiment une très très belle impression, le coureur espagnol, qui a 19 ans seulement, hein. Donc quand je disais qu'il était très jeune, c'est qu'il est très très jeune. Contrat jusqu'en 2025 chez UAE. Ils aiment bien bloquer les contrats très longtemps. On continue avec les coureurs au top, avec Almeida. Pourquoi j'ai mis Almeida outre que Ayuso? C'est que pour moi, c'était pas forcément le type d'étape qui convenait. Alors, la Molina, le pied de la Molina, c'était pas forcément le type de montée qui convenait extrêmement bien à Almeida. Je m'explique. Almeida, la fin par contre, lui convenait très bien. Almeida, c'est un coureur de contre-la-montre de base, qui est très polyvalent et pas mauvais en montagne. Voilà. Mais de base, c'est un très bon coureur de contre-la-montre. Et un peu comme tous ces coureurs de contre-la-montre qui sont passés très forts en montagne, je pense à Dumoulin, à la grande époque de Dumoulin même, ou bon, à Lance Armstrong, Jean-Claude Dopage, il a besoin de 1, 2, 3 km pour se mettre dans le rythme. Et là, le pied de la Molina, c'était les pourcentages les plus importants de la montée. Alors après, ça convenait forcément à ses qualités, hein. Les 5 derniers kilomètres, qui étaient plutôt peu pentus, à part le dernier kilomètre, ça lui convenait. Mais le problème, c'était ces premiers kilomètres-là, où il a du mal parfois à se mettre vraiment dans le rythme. Il a besoin de quelques kilomètres pour se mettre dans le rythme. Et là, je trouve que Almeida a plutôt été bon aujourd'hui dans ce niveau-là. Et puis, Almeida, il aime parfois les montées un peu plus longues. Les montées à l'italienne, hein. C'est vrai que le Giro, c'est vraiment le tour, je pense, parfait pour Almeida. Et là, je trouve qu'il a été performant, Almeida. Et puis,
lui, il vient en plus d'un Paris-Nice qui a été très compliqué, hein, Almeida, parce que le Paris-Nice de Joao Almeida, outre bordure, il a jamais vraiment été dans le coup, Joao Almeida. Donc là, c'est intéressant, ça montre que Paris-Nice c'était peut-être une erreur un petit peu sur le calendrier, et que bah, les jambes sont là et que le niveau de performance est là pour le coureur portugais qui, je rappelle, fera le Giro et la Vuelta cette année. Donc c'est intéressant également de courir sur le Tour de Catalogne parce que c'est des montées qui se rapprochent, même si aujourd'hui c'était pas foufou, de ce qu'on aura un petit peu sur la Vuelta. Je rappelle que le Giro commence le 6 mai du côté de la magnifique ville italienne de Budapest. On continue avec Johannesson, le coureur de NOX. Lui, c'est une pépite. Hein. Alors, oui, Johannesson, on parlait de Ayuso. Aujourd'hui, c'est la journée des pépites. Johannesson, quand même. Moi, c'est un coureur qui vraiment, je trouve, est formidable. Il a des qualités de puncher. Hein, ça, c'est clair et net. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une montée qui était un peu plus longue que le Mont Bouquet sur le dernier Tour du Gard étoile de Bessèges. Mais. Et puis, il y avait quand même un petit level au-dessus encore en termes de niveau. En termes d'opposition, on va dire, sur cette course. Mais il a été très très bon à Johannesson. Je sais que certains l'avaient mis parmi leurs favoris sur l'étape du jour, ce qui était un très bon choix. Oui, il est très performant, très très performant, le petit Norvégien. Avec des qualités de puncher, ça c'est indéniable, parce que, mais aussi une belle résistance physique, des belles qualités de grimpeur aussi. Est-ce qu'il fait partie de ces ovnis du cyclisme à la Pidcock avec des coureurs qui sont très polyvalents? J'ai l'impression que oui. Et puis quand on voit la prochaine course dans son calendrier à Johannesson, je rappelle, c'est le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, alors je ne sais pas comment ils passent les pavés, mais on a connu des Norvégiens qui passaient très très bien les pavés. Hein. Christophe, un certain Torussoft également était pas mauvais sur les pavés. Donc il y a une culture, on va dire, des classiques qui est importante au Norvège. Alors, je ne mettrai pas une carte sur Johannesson, mais moi je vais le suivre sur cette course-là pour voir ce que ça peut donner, le petit Norvégien. Et puis là aujourd'hui, très bon, voilà, une belle place. Et puis c'est des points pour NOX aussi. Alors c'est pas beaucoup de points, une 8e place, mais Uno X qui est une belle formation, qui je trouve a une très belle politique de formation également. C'est important pour aussi de se montrer parce que peut-être que dans 2-3 ans, c'est une équipe qui serait en capacité de prétendre à une place au World Tour. Donc pas pour cette session qui va arriver, hein, qui sera en fin de saison, mais peut-être pour la prochaine échéance, c'est-à-dire dans 3 ans. C'est une équipe qui pourrait se placer pour tenter d'aller en World Tour. Et donc c'est important déjà de commencer à préparer ça parce qu'on sait que les 3 prochaines saisons seront très importantes pour Uno X en termes de points. Il faudra prendre des points. On passe maintenant au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais un petit peu me répéter par rapport à hier. Il y a 2 noms qui reviennent. Le premier, c'est Simon Yates. Il a lâché très vite. Hein. On était encore à 7 bornes, 8 bornes de l'arrivée. Quand il lâche Simon Yates, et puis il finit à 10 minutes quand même aujourd'hui. Hein. 10 minutes, c'est beaucoup. Alors il finit avec Nelson Poles et Dries de Venin. Il peut se dire, j'ai fini quand même avec des coureurs qui sont pas mauvais. Mais c'est surprenant. Hier, il était pas très bien placé, mais c'est pas le coureur qui se place le mieux dans un peloton aussi. Et puis, j'avais pas pu le voir à l'arrière du peloton pour voir quelles étaient les jambes qu'il avait, pour essayer de voir est-ce que c'était bien ou pas bien. Mais ce qui est surprenant en plus pour Simon Yates, c'est que le premier jour, ça se passait très bien pour lui. Je rappelle, il est dans la fameuse première bordure, donc ça court bien. Hier, on peut dire il se fait avoir. Là, aujourd'hui, c'est les jambes qu'on parlait. Hein.
Alors, est-ce que du côté de Simon Yates, les efforts faits hier à tenter de rentrer sur le peloton lui ont coûté aujourd'hui? Ou est-ce que tout simplement, il y avait une panne de jambes, c'était un jour sans? Mais encore une fois, comme je disais du côté du bilan des Bleus, je suis assez surpris depuis le début de saison de voir le nombre de coureurs comme ça qui ont des jours sans en ce début de saison. On n'était plus vraiment habitué à ça, donc c'est assez surprenant. Enfin, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et là, Simon Yates, c'est un exemple tout à fait important parce que très bon sur Paris-Nice il y a 10 jours. Là derrière, plus du tout là sur cette course. C'est assez étonnant. On continue avec Tom Dumoulin. Bon, bah, Tom Dumoulin qui abandonne cette course. Tous les signaux sont au rouge hein, autour de Tom Dumoulin pour faire un bon classement sur le Giro. Il n'y a aucun élément qui me rassure. Abandon sur sa dernière course à étape, normalement avant le Giro. Alors, il va peut-être faire le Tour des Alpes désormais, hein, Dumoulin. Parce que normalement, il devait faire que l'Amstel derrière, presque. Hein. C'était pas prévu qu'il fasse beaucoup de jours de course. Il a très peu couru en Italie en plus. L'année dernière, on ne l'a pas vu une fois performant en montagne. Après son burn-out. Être leader dans un grand tour, c'est-à-dire avoir beaucoup de pression, que ce soit la pression des médias, la pression également du staff, la pression de pas mal faire envers les équipiers. C'est-à-dire que mentalement, c'est une charge mentale énorme. Pour un mec qui a fait un burn-out il y a un an, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle quand même, hein, de vouloir devenir leader. Et puis bah là, depuis le début de saison, c'est pas top. Alors certains, je sais, disent « Ah, sur le chrono, il était à 8 secondes sur lui à le tour. » Oui, mais pour un Dumoulin, c'était déjà pas top. 8 secondes sur 10 bornes, voilà, c'était pas fantastique de la part du Dumoulin. Surtout que devant, c'était pas Roglic. Alors même si Bisseguer a fait un bon contre-la-montre ce jour-là. Et puis, je trouve que du côté de Dumoulin, il est inexistant. Et puis surtout, j'ai pas l'impression qu'il ait les épaules là en ce moment pour être leader. Car, outre l'aspect physique, j'ai pas l'impression que mentalement il ait les épaules pour être leader. Donc il n'y a aucun signal au vert pour Dumoulin pour qu'il soit performant sur le Giro. Je le sens la catastrophe pour Dumoulin sur le Giro. Si on continue comme ça, s'il n'y a pas un revirement de situation, parce qu'on me dit ouais, oui, le Giro c'est dans 40 jours, 45 jours, c'est que dans 40-45 jours. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même vraiment cravacher pour Dumoulin, parce que là je peux vous dire qu'il est à la bourre. Et puis je continue avec Chavez. Chavez, bon, ça a toujours été comme ça dans sa carrière. C'est un jour très bien et puis un autre jour un peu moins bien. Il finit, alors vous allez me dire qu'à 15 secondes, oui, mais il finit 28ème. Donc il finit derrière des Reichenbach, des Samumen, des Rezu Serrada. C'est dommage hier que Hugh Carty ait perdu du temps. Parce que je pense que Hugh Carty, même si aujourd'hui il finit à 29 secondes, mais il fait quand même un bel effort à un moment Hugh Carty, je pense que Hugh Carty était plus en capacité d'être performant sur ce tour de Catalogne que Chavez. Bon, Chavez, c'est ça depuis des années, c'est-à-dire toute sa période Mitchelton Scott, sur une course ça va le faire, et puis après c'est plus compliqué. Il est quand même, je trouve Chavez, c'est quand même assez surprenant, c'est quand même un mec qui a remporté... Qui a fait des très très beaux résultats dans sa carrière, notamment le Tour de Lombardie. Mais aujourd'hui, moi, Chavez, c'est un coureur que je trouve assez quelconque, en fait. C'est un coureur qui m'a toujours intrigué parce que capable du meilleur comme du pire. Aucune constance dans ses résultats chaque année. Depuis la Mitchelton, hein, depuis Orica Mitchelton. C'est quand même un coureur qui a déjà 32 ans. Je le voyais pas si vieux, mais bon, déjà 32 ans de Chavez. Bon, un an de contrat seulement avec EF1 en plus. Il va faire le Giro. Il va falloir quand même un moment qu'il se montre Chavez parce que bon, je trouve que le coureur
Colombien est pas fantastique. Et puis je termine avec Michael Woods. Et là aussi, petite surprise pour moi, Michael Woods aujourd'hui, qui a perdu pas mal de temps. Le coureur canadien, il finit 40e à 39 secondes. Pourtant, pour moi, c'était le type d'arrivée qui lui convient, hein. Normalement, Michael Woods, des arrivées un petit peu punchy comme ça, le dernier kilomètre, et puis des montées, c'était pas une montée extrêmement longue pour Michael Woods. Donc c'est un petit peu inquiétant, lui, à un mois des Ardennaises, qui sont toujours un objectif important pour Michael Woods. C'est voilà, c'est assez surprenant en fait, sa performance du jour. C'était vraiment, moi je pensais que ça faisait partie des favoris aujourd'hui, vu l'arrivée. Je pense il le savait très vite qu'il n'était pas en top de sa forme parce qu'on a quasiment jamais vu des Israël devant. Mais c'est quand même pas très rassurant pour Israël qui est pour le moment dans la zone rouge. Je rappelle, pour rester en World Tour l'année prochaine, ils sont en difficulté désormais, vu qu'ils sont plus 18e. C'est Cofidis qui a pris la 18e place à Israël la semaine dernière. Et donc, si vos leaders sont pas au top, enfin si c'est quasiment le seul leader du côté de la montagne, parce qu'on va pas compter sur Chris Froome, si vos leaders sont pas au top de leur forme, c'est quand même pas très rassurant pour réussir à se maintenir en première division. Et puis Israël en deuxième division, ça serait mal vu peut-être, hein, par le pays. Ce manque de réussite, alors qu'il y a énormément de moyens qui sont investis, notamment par Sylvain Adam, sur le cyclisme. Ça serait quand même un contre-coup assez fort pour l'homme d'affaires israélien. Je termine avec l'étape de demain. Petite présentation de l'étape de demain. On va partir de la Durgel. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je vous rappelle que j'ai fait allemand LV2, pas du tout espagnol. Vers le Boitaol. Et puis, je rappelle que la Vuelta, c'est le grand tour que je maîtrise de moins. 3 côtes de première catégorie. On aura le col de Boxchol. 12 km 7 à 4,9 de moyenne avec un kilomètre pourcentage maximum à 6,8%. Ensuite, le port de la Creux de Perverse, 5 km 8 à 6,3 de moyenne. Donc, côte assez intéressante, je trouve, là où elle est située. Et puis, le Boitaol, c'est assez régulier, avec un pied, encore une fois, qui est difficile. Les 4 premiers kilomètres sont assez difficiles, notamment le pied à 8,3% sur le premier kilomètre. Et puis après, ça redevient assez plat. Et puis, on reprend pas mal de pentes sur les 5 derniers kilomètres. Donc, ça va être un peu plus intéressant qu'aujourd'hui, je pense, dans la montée finale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao, ciao!